Le mot fasciste, on l'entend partout aujourd'hui, c'est presque devenu une insulte automatique. La France insoumise, d'ailleurs, l'utilise énormément contre ses adversaires. Mais et si on prenait un instant pour retourner la question? Si on appliquait ce terme, non pas comme une invective, mais comme un véritable outil d'analyse au mouvement de Jean-Luc Mélenchon lui-même. C'est l'exercice auquel on va se livrer, avec méthode et en s'appuyant sur les faits. Alors, la France insoumise est-elle un parti fasciste? La question posée comme ça est évidemment une provocation. Mais le but ici, ce n'est pas de jeter de l'huile sur le feu, c'est même tout l'inverse. C'est de prendre cette interrogation au sérieux, en s'appuyant sur des cadres universitaires, sur des faits documentés, pour essayer de comprendre la nature profonde de ce mouvement. La rigueur des mots, c'est absolument essentiel dans ce débat. Pour être tout à fait clair dès le départ, voilà la thèse centrale de l'analyse sur laquelle on se base. La réponse est non. LFI n'est pas un parti fasciste au sens où les historiens l'entendent. En revanche, le texte identifie ce qu'il nomme un ensemble cohérent de traits autoritaires, un syndrome autoritaire qui, lui, représenterait une menace sérieuse pour la démocratie libérale. C'est cette nuance capitale qui est au cœur de notre exploration. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ce syndrome? Allons voir ça en détail. Voilà le plan de notre analyse. On va d'abord définir nos termes, c'est indispensable. Puis, on se penchera sur le culte du chef, la rhétorique et la violence, et les ambiguïtés idéologiques du mouvement. Et c'est seulement après tout ça qu'on pourra poser un diagnostic argumenté. Première étape donc, et c'est sans doute la plus importante, qu'est-ce que le fascisme? Pas au sens du café du commerce, mais au sens académique, tel que défini par les spécialistes qui ont passé leur vie à l'étudier. Prenons d'abord le politologue Roger Griffin. Pour lui, le cœur idéologique du fascisme, c'est ce qu'il appelle un nationalisme populiste palégénétique. Alors, le mot palégénétique a l'air compliqué, mais l'idée est assez simple. C'est la croyance en une renaissance, une régénération de la nation. L'idée, c'est que la nation est perçue comme décadente, corrompue, et qu'il faut une révolution violente et purificatrice pour qu'elle puisse renaître de ses cendres. L'historien Robert Paxton, lui, a une approche différente, plus concrète. Il nous dit « Regardons moins ce que les fascistes disent et plus ce qu'ils font ». Il a donc défini le fascisme par ses passions mobilisatrices. Le culte du chef, la primauté du groupe sur l'individu, le sentiment d'être une victime et bien sûr la glorification de la violence politique. Et c'est cette grille de lecture basée sur les actions qui va se révéler très éclairante. Bien, maintenant qu'on ait les outils d'analyse, entrons dans le vif du sujet. Premier pilier de ce fameux syndrome autoritaire, la personnalisation extrême du pouvoir et le culte du chef. La République, c'est moi. On se souvient tous de cette phrase, lancée lors d'une perquisition en 2018. Ce n'était pas juste un dérapage sous le coup de la colère. C'est en fait extrêmement révélateur d'une conception du pouvoir où la personne du leader et l'institution elle-même, la République, finissent par se confondre. C'est l'idée que le chef incarne à lui seul la légitimité populaire et institutionnelle. Et cette vision a des conséquences très concrètes sur la structure des LFI. Ce n'est pas un parti classique, avec des débats, des courants, des contre-pouvoirs, c'est un mouvement construit autour d'une seule et unique figure. La conséquence logique, c'est que toute personne qui émerge, qui gagne en popularité et pourrait faire de l'ombre au chef, est systématiquement marginalisée ou purgée. Les exemples sont nombreux, des figures historiques comme Alexis Corbière, Clémentine Autain ou François Ruffin en ont fait les frais. L'analyse propose même une analogie structurelle avec le péronisme argentin. Attention, on ne compare pas les projets politiques, mais bien la forme du pouvoir, c'est-à-dire ce culte du chef qui se présente comme l'incarnation directe du peuple et qui court-circuite tous les corps intermédiaires, qu'il s'agisse des partis, des syndicats ou des médias. Le chef est la voix du peuple et c'est tout. Passons au deuxième grand axe, la rhétorique et la violence. Comment le mouvement agit par ses mots et quelle est sa relation avec la violence physique? Le cas de la Jeune Garde est un exemple parfait. C'est une organisation qui se dit antifasciste, mais qui est surtout connue pour ses méthodes paramilitaires. Officiellement, LFI affirme n'en avoir aucun lien avec elle. Mais dans les faits, des élus LFI s'affichent à leur côté et le groupe assure le service d'ordre de certains meetings. C'est le fameux mécanisme du déni plausible. On bénéficie de la capacité d'intimidation d'un groupe violent tout en pouvant affirmer publiquement qu'on n'y est pour rien. Alors là, il faut être extrêmement prudent et précis. La comparaison qui suit est purement structurelle, elle ne porte en aucun cas sur l'idéologie. Il ne s'agit évidemment pas de dire que LFI est le parti nazi. Il s'agit de comprendre un mécanisme. Les SADTLR, à leur début, fonctionnaient comme un groupe officiellement indépendant du parti. Cela permettait au NSDAP de profiter de la violence de rue pour intimider ses adversaires tout en niant sa responsabilité. La comparaison porte uniquement sur cette structure d'externalisation de la violence. Une question de méthode et rien d'autre. Et cette violence physique, elle est nourrie et justifiée par une rhétorique. Le philosophe Jason Stanley a très bien décrit ce processus. Quand on qualifie systématiquement son adversaire de fasciste, ce n'est pas juste une insulte, c'est une stratégie de déshumanisation. L'opposant n'est plus un adversaire légitime avec qui on débat, il devient un mal absolu qu'il faut éradiquer.
Et donc, toute attaque contre lui, y compris physique, peut être présentée comme de la légitime défense. La rhétorique justifie l'action à l'avance. Troisième point, les ambiguïtés idéologiques. On va voir ici qu'il y a une application à géométrie variable des valeurs démocratiques et des droits humains. Il suffit d'observer les prises de position internationales de LFI. Une défense du régime autoritaire de Maduro au Venezuela, une complaisance vis-à-vis de la Russie de Poutine, un refus de parler de génocide pour les Ouïghours en Chine ou de qualifier les attaques de 7 octobre de terroristes. Tout cela dessine un tableau cohérent. La défense des droits de l'homme et de la démocratie est une valeur qui est subordonnée à un critère principal, celui de l'anti-occidentalisme. Ce mécanisme de déshumanisation de l'adversaire, on le retrouve d'ailleurs sous une autre forme, dans ce que les sociologues nomment le racisme différentialiste. C'est le fait d'attribuer des fautes collectives ou des caractéristiques morales à tout un groupe, en raison de son appartenance supposée. On n'essentialise plus les individus, on les enferme dans une identité de groupe à laquelle on attribue des torts. C'est un mécanisme qui, par sa structure même, est raciste. Alors, au terme de ce parcours, comment qualifier précisément le mouvement LFI? Quel est le bon diagnostic? Le cadre théorique qui semble le plus pertinent est celui du politologue Kaz Mood, le populisme radical de gauche. Ce n'est pas une idéologie complète comme le marxisme ou le libéralisme, mais plutôt une vision du monde très simple qui oppose un peuple pur à une élite corrompue. Et cette vision binaire et manichéenne du monde est, historiquement, un terrain très fertile pour les dérives autoritaires. Ce tableau résume finalement assez bien la situation. Si on reprend les critères de Paxton, on voit que LFI coche plusieurs cases comportementales. Le culte du chef, le sentiment victimaire, la tolérance à la violence, oui. Mais les traits idéologiques centraux du fascisme historique, le nationalisme de Renaissance, la glorification de la guerre, sont eux absents. Le point crucial est donc là. Il y a bien des similitudes dans les méthodes, mais il y a des divergences profondes dans le projet. Et voici la conclusion, qui est assez glaçante. Non, ce n'est pas le fascisme historique. Mais c'est un système qui, dans d'autres circonstances, pourrait mener à des issues tout aussi tragiques. Le vrai danger, finalement, ce n'est pas l'étiquette de fasciste, c'est la cohérence bien réelle d'un système qui allie culte du chef, déshumanisation de l'adversaire et recours à une violence externalisée. Tout ceci nous laisse avec une question fondamentale. Qu'est-ce que ça veut dire défendre la démocratie? Est-ce que c'est simplement être contre un camp politique? Ou est-ce que c'est quelque chose de plus exigeant? Est-ce que ce n'est pas avant tout un combat pour des méthodes? Un combat pour que le débat remplace l'invective, pour que l'argumentation l'emporte sur l'intimidation, et pour que la pluralité des voix triomphe du culte d'un seul homme. La question reste ouverte.